Alors, à quel point ces intelligences artificielles génératives sont-elles stratégiques? Où sont nos ChatGPT européens? Que peut proposer l'Europe comme modèle? Comment réagir face aux premières dérives qui pointent déjà leur nez? Pour en parler, Thomas Wolff, directeur scientifique et cofondateur de Hugging Face. Alors, Hugging Face, c'est l'initiative, rebonjour, l'initiative européenne sur laquelle on pointe tous nos regards en se disant peut-être que là, on tient les briques technologiques pour apporter un autre modèle sur ces IA génératives. Expliquez-nous comment vous fonctionnez, depuis quand vous existez. Oui, alors Hugging Face a maintenant 6 ans. On a commencé, comme beaucoup de startups, on a pivoté, on a commencé sur un modèle très différent puisqu'on développait un jeu. D'où le nom un peu moins sérieux, peut-être que ce nos... Gros câlin, c'est ça le visage un peu câlin. Voilà, c'est l'emoji avec deux mains sur le côté. Et puis en fait, en développant ce jeu qui était une sorte de Tamagotchi, de chatbot amusant, on a open sourcé une partie de notre technologie, une partie des briques technologiques. Et là, il y a eu un engouement vraiment énorme de la communauté. Tellement qu'au bout de quelques mois, on s'est retrouvés à travailler tous sur la partie open source, partage et communautaire. Et donc, on a décidé de pivoter, sans regret d'ailleurs, puisqu'on est maintenant vraiment devenu une sorte de plateforme centrale. Et donc, la mission en fait qu'on a, c'est de catalyser les efforts communautaires, d'offrir une plateforme de partage des modèles. Alors on parle souvent d'IA, on voit souvent ces IA privées qui sont derrière des sortes de boîtes noires de GAFA ou d'entreprises affiliées au GAFA. Nous, on pense que ce n'est pas du tout la vision qu'on veut pour l'avenir de cette technologie. On veut que ce soit vraiment une sorte de bien commun. On pense que c'est une technologie vraiment fondamentale. On a ici des pionniers d'Internet. Je pense que c'est vraiment une technologie qui va redéfinir la manière dont on interagit avec nos objets. Il faut que cette IA soit accessible à tous. Je pense que cette IA doit être accessible. C'est le modèle. Avec vous, pour parler de ce sujet, donc Raphaël Adjian, vous évoquez les pionniers. C'est notre pionnier, évidemment, pionnier d'Internet, pionnier des assistants intelligents. Moi, je ne vais pas remonter au Minitel, mais voilà, on peut. C'est des cheveux blancs qui vont bien avec. De l'Internet mobile, l'Internet des objets, notamment le Nabastag, le lapin, qui nous donnait des informations. C'était assez incroyable à l'époque. Vous étiez là avant les premiers assistants intelligents qui sont aujourd'hui très développés. Aujourd'hui, vous êtes le patron fondateur de Juice.tech. Donc, si je résume, vous proposez une intégration du traitement automatique du langage naturel pour inventer justement ce futur de l'assistant vocal. Le futur du web, pour vous, c'est l'audio ? Voilà, je pense qu'on est aujourd'hui à une charnière, c'est que tout le monde parle des IA génératives. Je pense que la tendance encore plus large, c'est un truc que nous, on appelle le post-web, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on était dans un modèle dans lequel, à un moment donné, je vais sur un appareil donné ou un objet donné pour obtenir de l'information, et on va aller de plus en plus dans un modèle dans lequel je vais obtenir l'information en temps réel au moment où je suis en train de faire l'action. La chose qui ressemblerait le plus à ça, c'est un peu votre GPS. Quand vous êtes en train de conduire, vous avez juste la bonne information qui vous dit il faut tourner ici maintenant à l'instant précis dont vous en avez besoin. Donc vous n'avez plus ce modèle dans lequel on produit des contenus qui sont mis dans une espèce d'énorme bibliothèque, et quand vous avez besoin, vous allez dans cette énorme bibliothèque et vous cherchez le document, la page, le texte, le paragraphe, le texte dans lequel vous en avez besoin. Et donc pour construire ce post-web, l'IA générative s'inscrit dans cette grande tendance, c'est-à-dire c'est un des ingrédients qui vont permettre de construire ce post-web. L'IA générative, c'est quoi? C'est un truc qui va me permettre de construire un contenu unique pour un utilisateur unique à ce moment, dans son contexte, etc. Alors, ça n'enlève pas toutes les dérives possibles de l'IA générative, et on pourra en parler. On va en parler. Mais à la base, c'est ça l'idée. C'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA générative pour faire des choses qu'on fait déjà, c'est-à-dire pour écrire des livres et pour générer des tas de pages sur des sites web, etc. Mais le problème aujourd'hui, c'est que de toute façon, personne ne va les lire. Qui lit des livres encore? Qui va lire toutes ces milliards de pages que l'IA générative va... Donc, c'est l'application d'une technologie nouvelle à des usages anciens. L'usage nouveau, c'est le post-web, c'est-à-dire la génération d'expériences uniques, contextuelles pour chaque utilisateur à la fois. Et c'est ça qu'on fait chez Juice. Juice est une entreprise du post-web, en tout cas c'est comme ça qu'on le définit. Enfin, on le définit plus vulgairement en tant que la radio dont tu es le héros.
Ok. Et restez avec nous, Kamel Naït Outaleb, le président, cofondateur de Only One, une néobanque écolo dont vous nous avez parlé juste avant. Si vous voulez interroger nos experts, puisque vous utilisez des briques technologiques sur ces sujets, surtout n'hésitez pas. Alors, autour de ce phénomène ChatGPT, on a évidemment l'emballement, mais on a aussi les mauvaises nouvelles. La fin mars, ça a été quand même une accumulation. Ça s'est bousculé. OpenAI, d'abord, a reconnu un incident de protection de vie privée dû à un bug. Il y a un petit pourcentage des utilisateurs qui pouvaient accéder à l'historique des questions, des titres posés par d'autres utilisateurs. Bon. Dans la foulée, lettre ouverte d'experts en intelligence artificielle qui appellent à marquer une pause de 6 mois sur ces IA génératives. Lettre ouverte signée notamment par Elon Musk, Steve Wozniak ou encore Yoshua Bengio. Et puis là, juste avant le week-end, on apprend que la CNIL italienne exige de ChatGPT de supprimer les données d'apprentissage et cesse d'utiliser aussi les données des citoyens italiens. Alors, pour non-conformité au règlement sur les données personnelles, sur la protection des données personnelles, le RGPD européen, donc c'est la question du consentement là, qui est au cœur de ce débat. On va voir si ça peut devenir une sorte de contagion au sein de l'Europe, ce sujet posé sur la table par l'Italie. Pour l'instant, OpenAI a juste dit bon, nous, on retire notre service en Italie. Je voulais avoir d'abord votre réaction sur tout ça, sur ces premiers points noirs, là, ces premières dérives des IA génératives. Thomas Wolf, peut-être. Oui, je pense que c'était assez attendu. En fait, comme d'habitude, c'est une bataille autour des données. Donc ces IA, c'est pas non plus aussi magique qu'on le pense. C'est principalement des modèles machine learning qui ont besoin d'un énorme stock de données qui extrait des patterns. Et quand la taille des données fournies est suffisamment grande, on peut en fait extraire des patterns surprenants qui fait qu'on a l'impression de communiquer avec quelque chose qui réagit, qui résonne. Donc sur ces données, il y a la question de d'où viennent-elles, à qui appartiennent-elles. Il y a les données qu'on utilise pour l'entraînement, et puis la question qui est plus gênante aussi, je pense, c'est les données qu'on envoie quand on l'utilise. C'est-à-dire que ces IA, la plupart des IA aujourd'hui ne pouvant pas être téléchargées et utilisées en local, on est obligé d'envoyer ces données à un serveur américain. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, OpenAI utilisait les données pour réentraîner leur modèle. Absolument. Donc il y a cette grosse question. Et quand on parle de souveraineté, je pense que c'est une question importante en Europe. Est-ce qu'on a envie que, si cet outil devient vraiment fondamental dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on a envie que toutes nos données passent par un système de traitement qui est aux États-Unis ? Votre réaction, Raphaël Adjan, sur ces premiers débats? Non, je pense que Thomas a entièrement raison. Par ailleurs, il y a des tas de choses qu'on raconte autour des IA génératives et de ChatGPT qui sont un peu de l'emballement. Le problème aujourd'hui principal, c'est le fait qu'on a un leader mondial qui est OpenAI, contre lequel tout le monde essaye de batailler. On avait les GAFA et maintenant on a juste OpenAI. Jamais une entreprise n'a eu aussi mal porté son nom, parce que tout ce qui est caractéristique avec OpenAI, c'est qu'ils ne sont pas ouverts du tout et qu'on ne sait pas du tout les traitements qu'ils font, ce sur quoi leurs modèles ont été entraînés. D'ailleurs, la réaction... Ça ne veut pas dire que les GAFA sont à la ramasse non plus, parce que chez Google, ils connaissent très très bien ce sujet. Peut-être qu'ils y vont plus lentement parce qu'ils sont plus prudents, simplement. Oui, en tout cas, aujourd'hui, ils sont en train de ramer derrière. Et ce qui s'est passé en Italie était assez révélateur, parce que, au final, si OpenAI a été banni en Italie, c'est par volonté d'OpenAI, pas par la volonté des Italiens. C'était une espèce de position un peu d'arrogance en disant, puisque c'est comme ça, on vous extrait de OpenAI, vous avez qu'à vivre avec ça, et on verra bien si les Italiens vont être contents avec ça. Donc, l'espèce d'arrogance avec laquelle OpenAI a réagi aux remarques de l'autorité de la vie privée italienne était assez révélatrice de cette attitude d'arrogance, etc. Si ça se propage partout en Europe, ils ne vont pas pouvoir se couper du marché européen. OpenAI, Microsoft, premier partenaire d'OpenAI. Non, ce que je pense au final, et Guy fait, c'est vraiment ce qu'on pense, c'est qu'il y a une notion de confiance qui est importante à avoir là. Donc c'est confiance dans les modèles, c'est pour ça qu'on pense qu'un modèle auditable, open source, c'est beaucoup plus intéressant. Et aussi confiance dans les entreprises qui les fournissent. Si vous ne pouvez pas auditer le modèle, il faut au moins que vous puissiez avoir confiance dans l'entreprise qui l'a fourni. Et là, avec cette sorte de concentration de puissance en IA autour de vraiment 1 à 2 compagnies, OpenAI, Anthropic, quelques ex-OpenAI, mais
la question se pose vraiment, voilà, est-ce que ce sont des entités auxquelles on peut faire confiance, hein? Donc, OpenAI était une non-profit au début. Mais est-ce qu'il est crédible, possible pour une entreprise qui travaille sur ces modèles d'intelligence artificielle de leur demander d'aller nettoyer toutes les données d'apprentissage de données personnelles issues du web? Eh bien, est-ce que c'est pas ce qu'on devrait faire? Ou en tout cas, on devrait pouvoir savoir au moins ce qu'il y a dans ces données, j'ai envie de dire. Ouais. Après, est-ce qu'on peut nettoyer ou pas? On peut aussi n'être pas gêné par le fait que ces données personnelles soient dedans. On a vu que notre notion de la vie privée avec les réseaux sociaux, ça a beaucoup bougé. Ça a beaucoup changé. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui, tellement de gens sont gênés par le fait d'avoir des données privées, mais on a envie de savoir quand même où sont nos données et d'avoir la possibilité, comme la RGPG, de retirer ces données si on veut. Et alors là, on se retrouve aussi encore avec ce sujet sur la protection des données, avec l'Europe finalement qui est peut-être un peu plus pénalisée que le reste du monde, parce que nous, ici, on ne s'autorise pas certaines pratiques au regard de ce règlement sur la protection des données. Est-ce que vous avez le sentiment dans vos développements technologiques aujourd'hui que vous avez peut-être moins de latitude pour proposer des choses? Non, à aucun moment. Aujourd'hui, on pense que le RGPD fonctionne extrêmement bien. C'est que l'une fois qu'on a proposé de manière assez claire et limpide à un utilisateur de dire voilà ce qu'on va faire de tes données et voilà le service qu'on te rend en échange, en général, il accepte. Donc ce truc de la transparence et de mettre sur la table voilà ce que je te prends, voilà ce que je te donne, fonctionne très bien. Et dans 90% des cas, les gens acceptent. Le problème, c'est précisément de le faire de manière obscure et non transparente. Et on ne peut pas non plus, j'imagine en Europe, se priver de ChatGPT. Quand vous dites, Rafi, que c'est une mesure punitive de leur dire « Ah bah, vous n'êtes pas content, on vous enlève ChatGPT », c'est vrai que c'est un peu une mesure punitive, parce qu'aujourd'hui, on sait que ces IA génératives sont hyper stratégiques. Alors, se priver de ChatGPT, pourquoi pas? Ce qu'il faut surtout, c'est construire, je pense, nos propres ChatGPT en Europe. C'est ça qui, je trouve, beaucoup plus intéressant. Et on a les moyens, je pense qu'il ne faut pas être du tout défaitiste. Je pense on a les moyens, on a des supercalculateurs que nous envient les Européens, qui sont plus puissants que les calculateurs publics américains, je veux dire, pardon. On a aussi des talents qui sont exceptionnels, qui d'ailleurs, avec un petit peu la chute d'attraction de Meta, de Google, ont tendance à revenir en France. J'entends beaucoup de gens qui créent leur start-up maintenant. Donc moi, je ne suis pas très inquiet que dans quelques années, on puisse avoir des ChatGPT européens qui soient... Mais ce serait combien d'années? Et est-ce qu'on a le temps d'attendre des années? Là, c'est tout l'enjeu d'essayer de catalyser ce mouvement. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est pour ça qu'on a créé Bloom, pour montrer que des modèles européens de grande taille sont possibles. D'ailleurs, sur Bloom, on a fait un travail sur les data qui était très Donc européen. Bloom, c'est une IA générative? Oui. Alors, Bloom, c'est une IA générative qui a été entraînée en France. Donc il y a plusieurs versions. Il y a Bloom, Bloom Z, mais c'est une IA qui a la taille de GPT-3, qui est entraînée sur d'autres langues d'ailleurs que l'anglais, sur 46 langues qui couvrent le français et en fait les langues les plus parlées dans le monde. Et Bloom a été entraîné par un consortium ouvert. Donc l'idée, c'était que tout le monde pouvait rejoindre le projet pour voir ce qui se passait, participer à la création des données, participer à l'apprentissage du modèle, participer aux débats éthiques et légaux sur comment ça se passe. Et donc on a d'ailleurs un corpus de données qui est très très différent, parce que pour la moitié, il a été collecté de manière opt-in, c'est-à-dire les gens ont proposé des données à ajouter. Et on a un modèle donc pas de problème sur le consentement. Voilà, alors pour la moitié seulement. C'était un premier pas, Bloom, c'est un modèle de recherche. Mais on pense que ça, c'était surtout une sorte de preuve qu'on peut entraîner en Europe des modèles de cette taille. Et ce que je vois dans les suites, c'est qu'il y a énormément de modèles qui se créent. Soit des consortiums académiques européens, soit des startups. Il y a tout un écosystème qui commence à apparaître. Oui, il y a une start-up que tout le monde regarde, la Dust, en France, parce que le cofondateur est un ancien d'OpenAI. Alors on se dit, ah, tiens, on tient peut-être la solution miracle pour vraiment proposer un autre modèle plus européen. Vous pensez que ces IA génératives, c'est hyper stratégique pour l'Europe? On doit absolument se positionner sur ce sujet, Rafi? Je pense que oui, elles sont stratégiques. Est-ce qu'il est trop tard pour rattraper le train? Contrairement à Thomas, je pense que peut-être, mais il ne faut pas être défaitiste. Mais quand même, quand on parle en année, c'est vrai qu'on se dit ça commence à être un peu un truc répétitif. C'est-à-dire à chaque fois, c'est arrivé avec les GAFA, c'est arrivé avec les trucs. Soudain, on se réveille, les réseaux on se dit, sociaux. oh là là, les réseaux sociaux, etc. Et on se réveille en faisant un grand plan qui va donner des résultats dans 10 ans, qui en général finit en autre boudin. Pensez au cloud.
On pense au cloud, l'argent qu'on a donné au cloud d'Orange, Ouais. etc. Mais au Web 2.0 qu'on a lancé en 2010 en France, c'est-à-dire 10 ans après tout le monde et tout ça. Mais comme je disais tout à l'heure, l'IA générative est une composante d'une image plus grande. C'est-à-dire qu'il faudrait, ce qui manque aujourd'hui en Europe de manière générale, c'est une capacité de vision. La seule vision qu'on a aujourd'hui, notre seule capacité de projection, c'est de regarder ce que font les Américains ou les Chinois et de courir derrière. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir une idée, des idées propres, d'avoir notre propre capacité de projection, de se dire voilà comment on voit les choses évoluer dans 5-10 ans, on met l'argent derrière et pour une fois, on sera en avant. On l'a été du temps du Minitel, bon ça c'est le vieux con en moi qui en parle, on l'a été avec les objets connectés où on a été en avance un peu sur les Américains et sur le reste du monde, etc. Il y a des cas où on a été en avance sur tout le monde, mais ça a été des capacités parce que on ne s'est pas posé la question on n'est pas juste les régionales de l'étape qui font un peu comme les Américains mais en moins bien. On est capable d'avoir des idées, on est capable de faire des choses, il faut juste avoir le courage et les moyens de pouvoir le faire. C'est quoi les conditions à réunir? Les moyens, c'est-à-dire quoi? Des fonds d'investissement qui suivent ces projets? D'une part, des organisations dans lesquelles on met à la fois des chercheurs, mais des gens qui sont issus de, je ne sais pas, des sociologues, des anthropologues, des sémiologues. De campus en France, hein. C'est cette idée de mélanger justement la recherche publique, la recherche privée, d'aller mettre les entreprises du secteur, tout ça ensemble. Je pense au campus cyber, mais il y a d'autres initiatives qui tentent de regrouper comme ça des compétences différentes. Pour autant, on ne voit pas émerger encore, comme vous le dites, de vision puissante de l'Europe sur ces sujets. Si ça commence vraiment, mais je pense que je suis vraiment aligné avec ce que dit Rafi, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'on essaie de copier, il faut faire vraiment notre manière. On a beaucoup de success stories en tech quand même en Europe, mais on l'a toujours fait différemment des Américains. On l'a toujours fait avec, par exemple, une approche open source, VLC ou ce genre de choses. Ce sont des success stories qui sont françaises. C'est cette approche différente, et je pense que c'est là qu'il faut qu'on aille faire valoir nos forces. On parle beaucoup de l'open source nous dans Smart Tech. Hein, c'est un sujet qu'on essaye de défricher régulièrement. Vous pensez que ça, c'est une façon de proposer un modèle différent? Ah bah oui, et puis long terme. Parce qu'ils font de l'open source aussi aux États-Unis. Hein. Mais ils le font vraiment pas pareil. Et d'ailleurs, GameFace, on n'a jamais vraiment suivi le livre de la Silicon Valley, hein, le Startup Book, parce que cette vision open source collaborative, ils l'ont pas. Et je pense que c'est un bon exemple très long terme pour dire pourquoi je suis confiant. C'est comme ce qui se passait au début des années 2000 entre Windows et Linux. On pensait que Windows allait gagner avec les modèles privés, le source code fermé. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que sur des tendances très long terme, l'open source finit toujours par gagner. C'est la force de la communauté. Microsoft est devenue la plus grande boîte open source qu'on peut voir aujourd'hui. Hein. Linux, c'est la base de tout ce qui fait tourner le monde aujourd'hui. Sur le long terme, ça me semble évident que les IA open source vont être ce qui fera tourner le monde dans 10-20 ans. Oui, mais ceux qui récoltent les fruits, en l'occurrence, là, c'est Microsoft. On a aussi des startups européennes, GitLab, on a des startups d'open source qui réussissent. Hein. Non, je pense que c'est juste un modèle différent. Et aussi ces IA génératives, là, bon, alors c'est un peu le buzz du moment, hein, on passe d'une technophone à une autre pratiquement, mais de toute façon, le mouvement de fond, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle ou c'est l'intelligence artificielle générative aujourd'hui? Je pense que la tendance de fond, c'est le post-web, comme je l'ai dit, c'est-à-dire la manière de consommer de l'info et la personnalisation et le fait de construire de l'info personnalisée une fois sur une personne. Ça passe par quelle techno, ça? Et ça passe par une série de technos. Il y a l'IA générative et il y a l'IA traditionnelle, le NLP, qui va permettre d'abord de sélectionner, de classifier les infos qu'on va confier à une IA générative pour qu'elle construise le message final. Mais ça rentre aussi avec une partie hardware, par exemple la réalité augmentée, les oreillettes, c'est-à-dire tout ce qui va permettre de diffuser de l'information en contexte à l'endroit où je suis. C'est que l'info dont j'ai besoin ici et maintenant, ça participe de cette grande révolution. Donc, il y a l'adage chinois dit quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Il ne faut pas se fixer sur l'IA générative qui est qu'une composante. Il faut voir où est-ce que tout cela se mène et se mettre sur les rangs. Et peut-être là, pour le coup, on n'est peut-être pas en retard pour aller construire ce post-web où il y a encore tout à faire. Vous pourriez travailler ensemble, par exemple. Absolument, évidemment. Et Jules, sur ce post-web, vous avez l'air d'être plutôt aligné. Absolument. Vous avez une question pour nos experts sur ce sujet?
Écoutez, Kamel la vraie question, la question que moi je me pose aujourd'hui, c'est, ça répondait, vous avez déjà apporté des éléments de réponse, c'est qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui, plutôt que d'être dépendant des pays américains ou des pays très technologiques, c'est que comment aujourd'hui on fait avec les moyens qu'on a, parce que vous parliez de fonds, en tout cas de financement. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est effectivement certaines boîtes tech françaises aujourd'hui, une fois qu'ils ont commencé à réussir, sont financées par des fonds américains. Eh oui. Et c'est un vrai sujet, c'est de savoir comment on attire les fonds européens pour que justement la technologie reste en Europe. Est-ce qu'il y a une réponse à ça? C'est le drame de ma vie. Enfin, Oui, de beaucoup de personnes que je reçois autour de cette table. Mais ça progresse quand même. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Ça progresse aussi dans ce domaine des fonds d'investissement. Merci beaucoup à tous les deux, Thomas Wolf de Hugging Face et Raphaël Adjian de Juice Tech et Kamel Nait Outaleb d'être restés avec nous de la banque Only One. Juste après la pause, on continue à débattre de ces IA génératives. On va voir s'il faut lever le pied.